l'invité, c'est Léonard Che Okitondo, sénateur, élu du Sankourou. Lui, il est en même temps député national, élu de Katakokombe chez lui, élu également député provincial dans la cité de Lusambo, qui est un des 6 territoires. Che Okitondo, bonjour. Bonjour. 3 brassards. Oui, tout à fait. J'ai été élu à la fois député provincial dans la ville de Lusambo, le chef-lieu de la province du Sankourou, et en même temps député national dans le territoire de Katakokombe, et après vous avez choisi le Sénat. Sénateur de la province. La Chambre des sages. Absolument. Merci. Alors, vous faites partie de la commission des relations extérieures. Relations extérieures, ça c'est votre tasse de thé. Absolument. Votre commission des prédilections. Absolument. Bon, vous êtes un ancien vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et de l'intégration régionale. Ouais. C'est pour la première fois que, sous Joseph Kabila, vous avez été élevé à ce poste parce que depuis des temps immémoriaux, il y avait seulement un ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. D'abord ambassadeur itinérant, ensuite ministre des Droits humains, avant d'être aux Affaires étrangères en qualité de ministre. Et je suis revenu à la présidence de la République comme ambassadeur itinérant. Et par la suite, le chef de l'État, à l'époque, m'avait confié la direction de son cabinet pendant 2 ans. Et après ça, comme vous savez, j'étais un candidat malheureux à la présidence du Sénat. À Baroumbo. Voilà, à la présidence du Sénat. Ah, voilà. Oui, voilà. Oui, à l'époque, vous étiez sénateur, voilà. Mais face à Kengwa Ndondo... voilà, effectivement. Voilà. Et par la suite, je suis resté simple sénateur jusqu'à 2016, à la fin 2016, lorsque le chef de l'État m'a repris au gouvernement en tant que vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Vous aviez accepté sportivement votre défaite face à Kengwa Ndondo, alors que vous étiez censé gagner cette élection au perchoir du Sénat. Ouais. Et sportivement, vous avez accepté et vous avez servi la nation pendant, je crois, au moins 8 ans. 10 ans. 10 ans ouais. Avant d'être repêché. Donc, ouais. Vous êtes resté dans l'anonymat, mais très actif dans le Sankourou, votre fief. Exactement. Ma circonscription, comme vous savez, c'est une province qui est parmi les oubliés de la République. Et par conséquent, on était obligé quand même de rester attentif parce qu'on a été élu dans cette province et voir un peu comment, dans la mesure de possibilité, on pouvait soulager un peu les difficultés de la population. Et pendant ce temps, comme vous aviez renoué avec le village, Katakokombe vous a imposé de postuler jusqu'à vous faire cette confiance. Vous vous êtes battu pour Lumumba-Ville. Wembonyama, devenu Lumumba-Ville, un lobbying formidable. Ça payait sous Joseph Kabila, sous Matata et la suite justement sous, comment on appelle, sous Félix Antoine Tshisekedi également. Absolument. Un plaidoyer, beaucoup dans les pays non alignés, beaucoup sont pressés pour Lumumba-Ville, comme en Iran, à Téhéran principalement, même à Caracas. Oui, même en France, la République populaire de Chine, comme vous savez, Patrice Lumumba, c'est vraiment une icône sur le plan international. Il n'y a pas un pays où vous vous rendez sans que vous rencontriez une avenue baptisée Patrice Emery Lumumba. C'est vraiment, comme nous le considérons aujourd'hui, un martyr non seulement panafricain, mais aussi un démocrate qui a été adoubé par la communauté internationale de l'époque. C'est pour ça qu'on a voulu perpétuer sa mémoire en baptisant, en créant plutôt une ville qui est sortie ex nihilo dans son village d'origine. Donc on a tenu compte d'abord de son lieu de naissance, donc Onaloa, dans le territoire de Katakokombe, et puis ensuite Wembonyama où il a fait son école primaire, et puis après Tchumbe où il a fait son école secondaire. Alors on voulait dans un premier temps réunifier ces 3 localités
Mais il s'est posé quelques problèmes au niveau de la délimitation des groupements. Alors pour éviter des conflits entre autorités coutumières, on s'est rabattu à l'idée de créer 2 villes, donc Lumumba-Ville et Tchoumbéville. Alors Lumumba-Ville réunissait la localité de Onaloa, où il est né, et la localité de Wemboyama, où il a fait son école primaire. Et puis la mairie devrait être construite à Onaloa, où il est né, et puis à Onaloa même, il y aurait une commune, et la deuxième commune à Wemboyama. Alors c'est cela. Alors c'est vraiment une initiative collective, il faut bien le reconnaître. Mais vous restez comment on dit, sobre, oui. Mais Lutundula Christophe, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, oui. A reconnu que c'est vraiment ce succès. C'est d'abord l'initiateur, c'est Cheikh Kitundu, qui s'est beaucoup battu, même si vous restez sobre, ouais. Mais il a reconnu que c'est votre combat. Tout à fait. Mais au départ, effectivement, l'initiative est venue de notre part, mais en tout cas, ça a été soutenu par toute la province du Sankuru, à commencer d'abord par les autorités coutumières, ensuite par l'Assemblée provinciale, et après par le gouvernorat du Sankuru, avant que le dossier ne vienne au gouvernement central auprès du Premier ministre. Mozito d'abord en tant que Premier ministre, et par la suite c'était le Premier ministre Matata qui a finalement pris le décret, après le plaidoyer fait par son prédécesseur. Mais c'est marrant, ce décret n'a pas été appliqué. Mais il faut dire aussi que pour que le dossier vienne au gouvernement, il a fallu aussi l'intervention particulière du président de la République de l'époque, Joseph Kabila. Alors, mais après la publication du décret, ce décret n'a jamais été appliqué jusqu'au moment où Emmanuel Shadari est arrivé à la primature, et c'est lui qui a permis, parce qu'à un moment donné, il est arrivé à la vice-primature en charge de l'intérieur. Voilà, en plus de Lumumba-Ville, on a créé d'autres villes dans le cadre de la décentralisation. Et ici, il faut que l'opinion les sache. C'est-à-dire que le décret créant Patrice Lumumba n'a pas été pris dans le cadre des mesures de décentralisation. C'est vraiment un décret à part qui a été pris par une décision souveraine du gouvernement central pour honorer la mémoire de Patrice Lumumba. Donc il faut isoler ce décret, il faut isoler Lumumba-Ville d'autres villes qui ont été créées dans le cadre de la décentralisation. C'est pour ça qu'il fallait, nous exigions un traitement particulier. Alors, par la suite, ce décret est entré en léthargie, et puis, profitant de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, et en même temps du 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba, nous avons dit on ne pouvait pas célébrer ces 2 événements sans évoquer Patrice Lumumba. Et le meilleur moyen d'évoquer Patrice Lumumba, c'était justement de mettre en application ce décret pour qu'il concrétise la perpétuation de sa mémoire. Et c'est là, effectivement, que je me suis impliqué très personnellement auprès de toutes ces autorités. Et aujourd'hui, nous pouvons être très contents parce que, par la suite, le président Félix-Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir. Et c'est sa présidence qui a coïncidé avec la célébration de ces 2 événements, le 60e anniversaire de l'indépendance, le 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba. Alors, nous avons dit au président, écoutez, c'est à vous maintenant que revient, le devoir d'honorer la mémoire de Patrice Lumumba en opérationnalisant cette ville. Alors, l'opérationnalisation passait par quelques conditions. La première, c'était de nommer les autorités urbaines et municipales. C'était la première condition. La seconde condition, c'est comme une ville qui part ex nihilo, c'est-à-dire il n'y avait rien du tout, c'est une ville à créer. Alors en ce moment-là, il fallait d'abord rendre sur le plan infrastructurel accessible la localité où le Lumumba-Ville allait être construite. Ce qui impliquait de réaménager la route en construisant des ponts pour franchir les rivières. L'autre condition, c'était construire. Parce que, bon, vous ne pouvez pas installer les autorités urbaines et municipales sans qu'ils aient des infrastructures où elles peuvent travailler. Donc il fallait construire la mairie, le bâtiment pour la mairie,
l'autre bâtiment pour les 2 maisons communales de Wembonyama et de Onaloa. Et par la suite, il fallait permettre à ces autorités d'avoir les moyens qui puissent leur permettre d'exercer leurs fonctions, à commencer par les moyens de locomotion. On y reviendra. Et voilà. Et enfin, pour terminer, c'était un budget de fonctionnement, un budget de démarrage pour le fonctionnement de la ville de Lumumba-Ville. C'était ces conditions-là. Maintenant, le président a nommé, mais il faut, encore une fois, aller installer ces autorités. Voilà. Mais pour installer ces autorités, il faut que les préalables que je viens d'énumérer tout à l'heure soient réalisés. La logistique et les finances, il faut exactement. Que ça avance. Voilà. C'est à cela que nous attendons le chef de l'État et nous espérons qu'il va mettre en œuvre toutes les promesses qu'il a faites. Mais il m'excuse de profiter de cette occasion pour rappeler qu'il y a un autre événement qui s'est ajouté. C'était le rapatriement de la relique de Patrice Lumumba, comme vous savez. Alors, pour un tour au pays, voilà. Jusqu'au lieu de l'assassinat, oui. Et le point de chute, échangeur délimité. Voilà, mais voilà. Pour rapatrier, là encore une fois, c'est la même chose. Pour rapatrier la dépouille mortelle, qu'est-ce qui bloque? Il faut préparer les structures d'accueil. Oui. D'abord, parce que quand on dit la relique, au fait, ça symbolise la dépouille mortelle de notre héros national. Alors, où l'enterrer, c'est la question. Alors, la décision a été prise d'effectivement l'enterrer ici à l'échangeur de Limete. Mais il faudra encore préparer un mémorial. Nous partirions de l'idée que ça doit être vraiment un martyrium, parce que Patrice Lumumba a été un martyr panafricain de la lutte contre le colonialisme. Martyrium voilà. Au lieu de mémorial. De mémorium, parce que vraiment c'est un martyrium. Alors, il a été prévu que lorsque la dépouille mortelle arrive, elle devrait faire ce tour de certains lieux qui ont symbolisé sa trajectoire politique. Dont Chila Tembo. Alors, d'abord le lieu de naissance, donc dans Lumumba-Ville, et ensuite à Kisangani, où il a commencé sa carrière politique, et bien entendu, dans la ville, d'abord à l'endroit où il a été assassiné au Katanga, comme vous venez de le dire, et pour terminer à Kinshasa pour l'enterrement, parce que Kinshasa aussi a été un lieu où il a exercé des activités politiques importantes et où il a été élu Premier ministre ici à Kinshasa. Donc c'est cela qui devait se faire. Alors maintenant, comme vous voyez, pour ramener cette dépouille mortelle, il faut nécessairement préparer les structures d'accueil. D'abord pour le martyrium, ensuite l'endroit où il est né. Il faut d'abord que le Lumumba-Ville dispose des structures d'accueil aussi, qu'on vient d'énumérer tout à l'heure, la même chose à Kisangani et même au Katanga. Donc là, je pense que le calendrier diplomatique du président de la République est encore trop chargé. Nous pensons qu'à son retour, nous allons discuter de tout ça pour voir comment, d'une part, opérationnaliser le Lumumba-Ville, parce que c'est aussi la condition pour le rapatriement de la dépouille mortelle. Donc tout maintenant est lié, est enchevêtré, et ce sera vraiment au président de faire tout pour que les moyens soient débloqués, pour que, en tout cas pour moi, le 17 janvier, tel qu'il a été promis, parce que vous vous rappelez, ça a été reporté pour le 17 janvier 2022, mais moi je ne pense pas, on est à 2 mois, c'est possible. Réalistiquement, ce n'est pas possible. Donc, il faudra trouver une date réaliste pour procéder au rapatriement. Moi, je pars de l'idée que si on a attendu 60 ans, cette dépouille mortelle... Pourquoi ne pas attendre jusqu'au mois de juin? Voilà, même une année ou une année et demie, avant que les conditions ne soient remplies, pour que la dépouille de notre héros national soit accueillie dans notre pays, dans des conditions dignes de son rang. Merci, Léonard Ché Okitundu. On reviendra sur ce sujet important. Ouais. On a improvisé. Tout à fait. Vous voyez la thématique? Exactement. Nous sommes sur l'actualité, mais c'est extrêmement important. Ouais. On a fait beaucoup de courses dans le Sankourou Congo profond avec vous. Vous avez une résidence à Lusambo-Ville, ouais. À Tchumbe, à la cité de Katekokombe, même à Lumumba-Ville, deux résidences, ouais. Avec une station de radio également. Absolument. Télévision. Bon, on pourra... radio communautaire, ouais. Voilà. Donc, on pourra davantage creuser le sujet. L'actualité, c'est la clôture. D'abord, la tenue aujourd'hui de la COP26. La conférence des Nations Unies sur le climat, après Paris.
pour l'édition 2025, plutôt édition 25. Mais avant d'arriver à ces sujets d'actualité, nous rentrons à Rome, clôture de G20. Vous avez été avec moi sur ce plateau pour parler, saluer l'engagement pris par Paris pour le financement, donc, à l'initiative Macron, le financement des économies africaines en pleine pandémie. Avec l'implication du chef de l'État aussi. Justement. Maintenant, Macron a même promis de faire le plaidoyer au cours du G20. Le président Tshisekedi a été au G20. C'est lui qui a plus plaidé pour l'Afrique. Macron était un séducteur, plutôt faisait les yeux doux à Biden sur le dossier des sous-marins nucléaires en Australie. Alors, vous êtes déçu? C'est un bilan à demi-teinte. Au fait, le président Macron n'est pas resté inactif non plus. Hein. Il faut quand même le reconnaître. Parce que c'était quoi? Rappelez-vous, pour la relance des économies, les pays occidentaux avaient décidé, avec le Fonds monétaire international, de mobiliser les droits des tirages spéciaux. Alors, c'était à peu près 740 milliards de dollars. Alors, sur les 740 milliards de dollars, 500 000 milliards étaient réservés aux pays nantis. Et puis 250 pour le reste du monde. Vous vous rendez compte? Et puis là, pour l'Afrique... Le reste du monde, dont l'Afrique. Voilà. Et l'Afrique n'avait que 33 à 34 milliards. Très insignifiant. Il nous faut tout d'eau dans la mer. Alors, c'est pour ça que le président Macron avait dit qu'il allait lutter dans le cadre du G20 pour relever ce montant au niveau de 100 milliards de dollars. C'est ce qu'il a dit. Il allait faire le plaidoyer au sein d'abord du G7, après du G20. Alors maintenant, effectivement, le G20 s'est réuni samedi et dimanche. Et on dit vers quelles sont la mobilisation des 100 milliards. Voilà. Vous sentez qu'on effleure un peu, c'est pas un engagement ferme? Exactement. Alors, vous voyez, en principe, je vais dire, il faut vraiment que les pays nantis soient responsables et vraiment remplissent leurs obligations, parce qu'on est maintenant dans un village planétaire. Je pense que notre sort est lié. Les pays occidentaux, les pays nantis ne peuvent pas s'en sortir seuls. Il faut aussi manifester. Il y a un devoir de solidarité envers le pays en voie de développement. Alors là, ce qui s'est passé comme résultat, dans un premier temps, comme d'habitude, hein, il faut, pour arriver à la neutralité carbone, on s'est donné comme objectif de limiter la hausse de la température à 1,5 degrés Celsius. Ça, c'est sur le plan climatique. Sur le plan climatique. L'Afrique joue un rôle important avec le bassin du Congo aussi. Exactement, on en reviendra. Voilà. Alors ça, c'était le premier objectif. Alors là, ils ont pris encore l'engagement pour cet objectif de réchauffement maximal à 1,1 point, en faisant en sorte que la hausse de la température ne dépasse pas 2 degrés Celsius. Ça, c'est ce qui a été fait. Encore une fois, un engagement. Espérons que ça va être respecté. Encore que tout est lié. Parce que ça dépendra aussi de la manière dont chaque pays va se comporter avec toutes ces émissions. On voit vraiment, parce qu'on parle de Rome avec G20, on rentre un peu sur avec ces images. Toutes les émissions dans l'atmosphère, parce que ces émissions provoquent le réchauffement. Alors, de quelle manière, comme les Occidentaux vont faire, parce que c'est eux qui sont, pas seulement les Occidentaux, hein, il faut dire les pays les plus pollueurs. Alors, comment limiter la température à 1,5 alors qu'on continue à se comporter comme auparavant? C'est toute la question. Alors, l'autre élément qu'ils ont retenu, c'est justement cette allocation des 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement. Et ils sont revenus aussi sur la question des droits des tirages spéciaux. Je pense que certains pays, par rapport au plaidoyer de président Macron, comme l'Angleterre, ont accepté de se priver de leurs droits de tirage spéciaux, parce que, comme vous savez, les droits de tirage spéciaux,
peut se faire au prorata de quote-part de chaque pays au Fonds monétaire international. Alors, puisque les pays occidentaux n'avaient pas besoin de ces droits de tirage spéciaux, parce qu'avant, ils avaient élaboré des plans de relance de leurs économies, donc ils n'avaient pas besoin des droits de ces tirages spéciaux. Donc, le président Macron voulait sensibiliser d'autres pays pour qu'ils réservent une partie des droits de tirage spéciaux qui leur étaient réservés en faveur de l'Afrique. Washington avait injecté autant de 1000 milliards dans l'économie américaine. Dans l'économie américaine, 2000 milliards. Est-ce qu'eux, ils avaient besoin de... Mais voilà, donc ils n'avaient pas besoin. De ces tirages. C'est nous qui sommes dans le besoin. Voilà, mais aujourd'hui, ce qui a été récolté par les pays en voie de développement, en tout cas, est dérisoire. Là, il faut saluer la Grande-Bretagne, je crois qu'il est arrivé à un certain montant qui est assez significatif, mais d'autres pays se sont libérés 2 milliards, 4 milliards. Donc, on est resté sur notre faim. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intenable. Et en plus, ils ont pris l'engagement de ne plus financer la construction de centrales au charbon à l'étranger. Mais simplement, ils continuent à exploiter les charbons dans leur propre pays en émettant encore une fois des gaz à effet de serre qui polluent l'atmosphère et provoquent le réchauffement climatique. Donc il y a quelque chose de contradictoire. Un contraste. Et voilà. Un contraste. C'est ça la grande question. C'est à ce niveau. Justement, on veut réduire les émissions des gaz à effet de serre. Parce que très nocif à l'environnement et à la santé de la planète, l'avenir de la planète. Tout à fait. Vous êtes de ceux qui se sont battus, alors vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, intégration régionale, vous êtes battu pour la création d'un cartel. Là, nous sommes déjà en Écosse ce matin avec l'ouverture du sommet sur le climat, COP26. Vous vous êtes battu pour la formation de ce cartel. RDC, Brésil et Indonésie. Vous avez même été partout là pour justement faire accepter cette initiative de manière à ce que les cartels soient forts et fassent des pressions sur les pays, les grands pollueurs, la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, pour qu'ils puissent payer les gros pollueurs. Alors, nous allons d'abord en Indonésie pour prendre votre interview réalisée à l'époque dans les archives sur cette initiative. En ce qui concerne l'aquaculture, mais aussi en ce qui concerne l'huile de palme. Comme vous savez, il existe un potentiel important dans ce domaine en République démocratique du Congo et nous voulons profiter de l'expérience indonésienne dans ce sens. Sur le plan diplomatique, nous avons soutenu la candidature de l'Indonésie comme membre non permanent du Conseil de sécurité l'année prochaine. Cela prouve la solidarité entre nos deux pays. Mais en même temps, nous avons convenu que nous aurons des consultations régulières pour harmoniser nos positions dans le cadre des enceintes internationales. Et au Conseil de sécurité, il est important qu'en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Indonésie puisse, à partir de l'année prochaine, avoir des consultations régulières avec les 3 membres non permanents africains afin que nous puissions défendre nos intérêts dans le cadre de cet organe permanent du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous apprécions aussi la mise à disposition de la République démocratique du Congo dans le cadre de forces de maintien de la paix en RDC d'un contingent indonésien dont nous apprécions effectivement les prestations. En ce qui concerne la question environnementale, comme vous savez, l'Indonésie, le siège du Bornéo-Mekong, un bassin forestier important avec l'Amazonie et le bassin du Congo, sont les 3 bassins forestiers qui aujourd'hui stockent les carbones, luttent contre le changement climatique. Par conséquent, il était important
que les responsables des 3 bassins forestiers puissent se retrouver pour faire l'état de la situation en ce qui concerne nos responsabilités internationales dans ce domaine, mais aussi comment aussi préserver les intérêts de nos populations. C'est pour ça que nous avons initié une rencontre tripartite qui pourrait se tenir à Kinshasa et en complément de l'initiative F11, excusez-moi. Voilà les 3 domaines dans lesquels nous allons développer notre coopération. Mais pour donner ce nouveau départ dans la consolidation des relations entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo, nous sommes satisfaits aujourd'hui d'avoir signé un accord sur la constitution de la grande commission mixte qui va être le cadre dans lequel nous allons renforcer et diversifier notre coopération. Je tiens à remercier le peuple et le gouvernement indonésien pour l'accueil et l'hospitalité dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée ici à Jakarta. Encore une fois, Madame, je tiens à vous remercier. Et voilà, là, c'était en 2018, à Jakarta, la capitale indonésienne. Nous revenons sur cette initiative appelée F11, les 3 bassins forestiers du monde, mais qui ne font qu'absorber le gaz, effet de serre, donc le carbone. Les gros pollueurs, les Chinois, les Américains, Européens, bon, ils n'ont que des promesses. Le président Kabila, à son époque, avait exigé que le gros pollueur paye. C'était quand on l'avait accompagné à New York à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, chez Okitundu, dans le cadre de la continuité des affaires, cette initiative dort dans les tiroirs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire réveiller à partir du Sénat? Oui. La diplomatie parlementaire est déjà activée par Bati Lukwebo Modeste. Tout à fait. Là, il faut vraiment féliciter notre président du Sénat qui attache une grande importance à la diplomatie parlementaire. Vous savez, la diplomatie parlementaire est très importante parce qu'à un moment donné, lorsque la diplomatie classique est confrontée à certaines difficultés, la diplomatie parlementaire peut venir au secours. Mais en même temps, il peut y avoir aussi une synergie entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie classique dans l'intérêt de notre pays. En l'espèce, effectivement, le président du Sénat n'est pas resté inerte parce qu'il y a une task force qui a été mise sur pied au Sénat, qui est dirigée d'ailleurs par mon ancien collègue ministre Didier Moumengi, qui est en même temps sénateur et qui a fait un travail vraiment appréciable. Il y a un document important pour la préparation justement de la participation du Sénat de la République démocratique du Congo à la COP26 à Glasgow. C'est vraiment un document à prendre en considération et je tiens encore une fois à féliciter notre collègue pour ce travail. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, parce qu'ici il est question de la finance climat. Ici, et c'est une affaire des milliards. Mais voilà. Ici, une affaire des milliards, mais nous sommes des leaders en carton. Voilà. Si les Brésiliens se retrouvent, oui, peut-être les Indonésiens, mais le Congo ne se retrouve pas. 12e massif forestier du monde. Voilà. On n'en tire pas profit. Les gros pollueurs sont têtus. Mais est-ce que ce cartel, on ne peut pas le relancer à partir de votre action au Sénat avec Bati Lukwebo qui est toute oreille, d'ailleurs, qui encourage ça? C'est pour ça que j'ai dit, moi je recommande aux autorités de notre pays, comme je l'avais dit dans mon document, il faut qu'on change de paradigme. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que à l'époque nous disions, il ne faut pas qu'on fasse la diplomatie de simple représentation, il faut qu'on fasse la diplomatie de développement. C'est vraiment important. Et en l'espèce, il ne faut pas qu'on se place dans une posture des gens qui demandent l'aumône à la communauté internationale. Il ne s'agit pas de l'aumône, parce que les 3 bassins forestiers jouent un rôle international vital
pour le monde. Et quand pour la préservation du monde. La menace, voilà. à l'époque, tout à fait. Le monde bougeait. Mais voilà. Et puis les grands pollueurs agissaient. Voilà. Mais puis, nous, quand on hausse les tons, mais personne ne les écoute. Tout à fait. Donc, on vient seulement nous dire n'exploitez pas le gaz, le pétrole, on n'y touchez pas au parc, attention. Et pendant ce temps, ils polluent l'atmosphère. Et c'est nous qui stockons les émissions de gaz à effet de serre qui propagent dans l'atmosphère et qui provoquent le réchauffement climatique. Et ce sont les 3 bassins forestiers qui limitent l'augmentation de la température pour vraiment rendre le monde vivable. Donc nous jouons là un rôle fondamental. Est-ce qu'en Écosse, nous y sommes en tant que leader, partenaire, pour exiger la contrepartie, ou nous y allons en demandeur ou commandeur de monde? Oui, pour dire vrai, nous sommes le bassin du Congo, mais dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo a la part la plus importante. C'est le leader. Donc, on ne néglige pas d'autres pays qui font partie du bassin du Congo, mais il faut que le leadership de la République démocratique du Congo soit reconnu. Et là, effectivement, quand on dit leadership, ce n'est pas faire un travail solitaire. Il y a moyen chaque fois de se concerter, mais la RDC doit récupérer le leadership dans le cadre du bassin du Congo. Il y a même par la suite avoir avec l'apport de tout le bassin du Congo pour négocier avec le Brésil pour l'Amazonie et l'Indonésie en ce qui concerne le Bornéo, pour que les 3 bassins forestiers qui font vivre la planète aujourd'hui se retrouvent pour défendre leurs intérêts, mais aussi les intérêts de toute la planète. C'est vraiment important. Donc ici, il faut, quand je dis changer de paradigme, il faudrait qu'il y ait une approche stratégique. Et il ne faudrait pas qu'on aille comme pour aller demander de l'aide. Non, pas du tout. Parce que si on ne fait pas attention, il est question de suicide collectif. Est-ce que nous ne prendre, nous, la décision d'abattre tous les arbres et effacer nos forêts? Alors, ça, c'est... Et en ce moment-là, ce sera un langage de force. Voilà, parce que eux, ils ont de l'énergie fossile. Regardez, par exemple, aujourd'hui en Allemagne, ils ont renoncé au nucléaire, mais ils utilisent le charbon. Le même charbon qui produit les émissions, pollue l'atmosphère et provoque le réchauffement climatique. En France, une bonne moitié de leurs besoins énergétiques est garantie par le nucléaire. Oui. Bon, donc, il y a comme ça des situations contrastées dans ce pays-là. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas à chaque fois donner des injonctions à la République démocratique du Congo ou même aux pays en développement pour préserver la forêt, cette forêt qui, effectivement, piège les gaz à effet de serre et puis les stocks pour permettre de limiter la hausse de la température pour le bonheur de la planète. Donc, mais avant de former le cartel, comme c'est votre initiative, vous l'avez appelé F11. Alors, dites-nous concrètement, pourquoi au Brésil, dans l'Amazonie, le Brésil, on l'écoute, et le Grand Congo, le bassin du Congo, quand les pays tonnent, on n'est pas écouté? Qu'est-ce qui se passe? Non, quelle est si l'on compare aujourd'hui en termes de la préservation de la forêt, il faut dire que le Brésil a exploité, il y a eu une déforestation importante dans l'Amazonie. Et c'est pour ça qu'il y a eu un grand conflit avec les autorités brésiliennes et la communauté internationale. Oui. Donc, même dans ce cartel que nous préconisons, parce qu'on ne peut pas se passer de l'Amazonie, on ne peut pas se passer du Bornéo, et encore une fois, du bassin du Congo. Mais maintenant, nous voulons mutualiser nos efforts pour que nous soyons l'interface face à la communauté financière internationale. C'est vraiment important, il faut qu'il y ait une approche stratégique. Il ne faut pas qu'on aille comme si nous allions demander le monde. Non, il est de l'obligation de la communauté financière internationale de financer l'adaptation climatique des pays en voie de développement. C'est très important parce que nous préservons la planète avec nos forêts, mais nous n'avons pas les moyens pour opérer l'adaptation climatique, effectivement la transition énergétique, et avec l'objectif de la neutralité carbone. C'est vraiment un constat, et je pense qu'ici il faut faire notre faiblesse une force.
il faut nécessairement que les 3 bassins forestiers se retrouvent, fassent l'état des lieux de la situation et voir de quelle manière nous pouvons maintenant affronter l'inaction climatique des pays gros pollueurs de l'atmosphère et justement responsables du réchauffement climatique. Vous proposez le changement des paradigmes et pour des stratégies concertées au niveau du bassin du Congo. Voilà. Alors, est-ce que on est conscient de ça, à part ce qui a été fait à l'époque? Est-ce qu'on est la CEAC, par exemple, est-ce qu'elle met ce sujet sur la table? Est-ce qu'il y a des concertations au plus haut niveau pour pouvoir aller à des rencontres comme celle-ci, comme celle d'Écosse, COP26, avec des stratégies concertées communes au lieu d'y aller de manière dispersée? Tout à fait. C'est là tout le problème, parce qu'il peut y avoir aussi une guerre de leadership, même au sein du bassin du Congo, et ça, ce qui était extrêmement grave. Moi, j'aurais souhaité que les chefs d'État du bassin du Congo se retrouvassent avant d'aller à la COP26 et harmoniser leur point de vue, et avoir une position commune à défendre pardon, à la COP26. Parce que vous savez, ça risque d'être une simple grand-messe. Donc, chaque pays arrive et puis fait son petit discours, et à la fin, il n'y aura rien du tout. Je crois que ces genres de conférences, ça doit se préparer, mais alors systématiquement. C'est un sommet de l'ONU. Oui. 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 Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau de l'ONU pour contraindre les gros pollueurs? Parce que les gros pollueurs sont en même temps ceux qui sont les gros contributeurs de l'ONU en termes des finances. Ouais. De logistique. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrainte des gros pollueurs pour pouvoir honorer leurs engagements? Malheureusement, non. Comme vous savez, on est dans ce paysage international où il n'y a pas une autorité et qui puisse contraindre les pays à exécuter leurs engagements ou à honorer leurs signatures. Ça dépend toujours du bon vouloir de ces États qui sont effectivement souverains. C'est la grande contradiction, effectivement, de l'international. Mais le grand problème ici, c'est que nous sommes dans le même bateau, la planète. C'est-à-dire la question du réchauffement climatique concerne le monde entier. Et si nous nous prenons garde, il n'y a pas que nous qui subirons les conséquences du réchauffement climatique, mais même les pays émetteurs des gaz à effet de serre peuvent être victimes du dérèglement climatique. Rappelez-vous ce qui vient de se passer actuellement dans les pays occidentaux. On croyait que c'est bon, les pays en voie de développement et qui peuvent subir les conséquences du changement climatique avec les sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau des océans. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne fédérale, en Hollande et même en Belgique. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont conscients que on est dans le même bateau et que on ne demande pas l'aumône aux pays nantis, mais il faut qu'ils assument leur obligation de sauver la planète, et en sauvant la planète, ils se sauvent eux-mêmes aussi. Parce que sinon, ce serait un suicide collectif. Vous l'avez bien dit, même l'Allemagne qui ne croyait pas au changement climatique pour beaucoup, même des citoyens, ouais. Mais non, ils sont devant un fait accompli, ouais. Ils sont conscients de ce qui se passe. On revient un peu à la réalisation avec Ranald pour boucler justement l'étape de Jakarta. Lorsque la dernière interview après justement la réception officielle par le vice-président de l'Indonésie. Je suis venu ici en Indonésie à l'invitation de ma collègue ministre des Affaires étrangères pour voir dans quelle mesure on peut réchauffer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République d'Indonésie. Nous partageons beaucoup de choses sur le plan historique parce que c'est ici en Indonésie et particulièrement à Bandung qu'a été donné le signal pour la décolonisation des pays colonisés et à travers le président Sukarno. Et c'est ici que le Premier ministre Patrice Emery Lumumba
s'était inspiré pour radicaliser sa lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Kita berbagi sejarah yang sama karena pada tahun 1955 Indonesia telah menginisiasi Konferensi Asia Afrika dan itu sangat menginspirasi Republik Demokratik Kongo untuk memerdekakan diri dan berjuang untuk merdeka dari penjajah. Nous tenons à rattraper notre retard et cette visite est historique parce que ça donne un nouveau départ dans le raffermissement des relations entre nos deux pays. Kami menyadari bahwa kerjasama yang terjalin agak terlambat untuk diimplementasikan, namun kami bersemangat untuk mengejar ketertinggalan ini dan segera melakukan penjajakan untuk melakukan kerjasama kedua negara. Et nous concrétisons le raffermissement de ces relations par la signature de la création de la grande commission mixte qui sera le cadre dans lequel nous allons développer cette relation diversifiée. Sebagai salah satu bukti, hari ini kami telah menandatangani perjanjian komisi bersama antar kedua negara dengan harapan bisa semakin menguatkan kerjasama juga menjajaki peluang kerjasama lainnya. Dans les domaines économiques, nous avons abordé la question des infrastructures, dans le domaine textile, la question de l'aquaculture, mais aussi en ce qui concerne l'exploitation de l'huile de palme. Dan juga kami di bidang ekonomi kami sudah membicarakan beberapa bidang yang bisa dikerjasamakan, diantaranya adalah kerjasama infrastruktur, kerjasama aquakultur, industri tekstil, dan kerjasama pengolahan minyak sawit. Nous avons abordé aussi la question de l'aviation. Et sur le plan diplomatique, nous allons nous soutenir dans les enceintes internationales par des consultations régulières afin d'harmoniser nos positions dans ces organisations. Alors, les archives, vous avez vu l'importance des archives chez nous, dans les médias. C'est depuis 2018. Hein? Absolument. Depuis 2018, avant l'arrivée aux affaires de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, justement. On a retenu que les 3 bassins forestiers restent tous vitaux pour la planète et qu'il nous faut des stratégies, non seulement au niveau international avec l'Indonésie et l'Amazonie, donc le Brésil, voilà, mais au niveau continental. Mais au niveau continental, le bassin du Congo, voilà. Il faut nous réunir. Il y a aussi Malabo, il y a Brazzaville, il y a Kinshasa. Il y a le Cameroun, il y a le Gabon. Donc le Gabon, ouais. Libreville et Yaoundé. Ouais. On doit être soudés. Ouais. Sinon, on n'est rien. Tout à fait. Voilà. Mais il y a, je m'excuse, il faut prêcher pour sa paroisse, il y a quand même un leadership naturel de la République démocratique du Congo. Effectivement. Voilà. Et on termine justement sur ce clin d'œil diplomatique. C'est important. Nous rentrons à Rome. Vous êtes un diplomate rompu. Les gestes, les faits et gestes, ça compte beaucoup en diplomatie. Je connais qu'il y a certains moments où on enregistre des camouflés sur le plan diplomatique, des succès, sabotage et autres. Mais au sommet du G20, Tshisekedi Tshilombo était pratiquement, on dirait, le chouchou, vous avez vu, aux côtés des Biden. Il n'y a pas un fait, c'est pas quelque chose d'anodin. Les accolades, cette proximité, on dirait des gens qui se connaissaient avant. Même à Washington, lui n'a pas été reçu là-bas. Alors nous revenons à ça. Il salue les efforts de Félix Tshisekedi, que vous connaissez très bien. Nous prenons ça et puis vous allez vous prononcer. Selon la version française du compte rendu de l'entretien de 2 chefs d'État du 30 octobre 2021 à Rome, à marge du G20, version envoyée à notre rédaction par la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, le président des États-Unis, Joe Biden, et le président Félix Tshisekedi de la RDC et président en exercice de l'Union africaine ont discuté de l'engagement commun des États-Unis et de l'Union africaine à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et à mettre fin à la pandémie de la Covid-19 partout dans le monde.
Ils ont aussi discuté de l'accord entre Moderna et l'Union africaine, facilité par les États-Unis de porter à 110 millions les doses de vaccins disponibles pour l'Union africaine à un rythme accéléré. Un complément des 63 millions de doses de vaccins que les États-Unis ont déjà envoyées à l'Union africaine. Les deux leaders ont aussi discuté de l'importance de protéger la forêt tropicale du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt vierge tropicale du monde, afin d'atteindre l'objectif mondial de réduire à zéro les émissions nettes de carbone d'ici 2050. D'après ce compte rendu, le président Biden a salué les efforts du président Tshisekedi visant à promouvoir la transparence, à lutter contre la corruption et à respecter les droits humains sur la manière dont la RDC gère ses immenses ressources naturelles. Ils ont aussi discuté des efforts du président Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, y compris les besoins de résoudre la crise croissante en Éthiopie et de rétablir le gouvernement des transitions dirigé par des civils au Soudan. Les faits et gestes, on n'entre pas dans les fonds parce que beaucoup de choses ont été déjà dites par nous deux en introduction justement de G8. Les faits et gestes d'abord, vous en tant que diplomate, ça signifie quoi? Non, c'est vraiment très important, à mon avis, sur le plan diplomatique, il faut vraiment saluer. Il faut aussi se rappeler que le président de la République allait, en plus de sa qualité de chef d'État de la République démocratique du Congo, mais en tant que président de l'Union africaine. Et c'est à ce titre qu'il a eu accès au G20, parce que sinon, il n'y serait pas allé. Donc là, c'est quand même important, parce que, vous savez, ce sont ces petits contacts dans le couloir qui sont décisifs. Quand vous êtes dans les grandes enceintes, on ne se rend pas compte, mais comme vous savez, la diplomatie se fait dans le couloir de l'enceinte du lieu où se tient la conférence. Donc c'est très important parce que là, se disent les choses, que se préparent certains rendez-vous. Donc ces contacts sont vraiment importants. La diplomatie, pour ceux qui disent que beaucoup de voyages, beaucoup de dépenses, c'est un métier de prestige qui ne demande pas de voyager dans la classe économique à la queue de l'avion. Il faut être dans le fest, dans les... dans le luxe. Oui, tout à fait. Bon, mais il faut aussi dire que la diplomatie, c'est aussi un investissement. Rappelez-vous, même pour cette affaire du cartel trilatéral, on a parlé de cela en Indonésie, même à New York, il y a déjà 5 ans. Mais effectivement, c'est des choses qui se réalisent progressivement. Il faut qu'on harmonise nos positions, il faut des discussions préliminaires, tout. Donc la diplomatie, c'est aussi un investissement. Les résultats ne sont palpables que parfois 2, 3 ans, un peu plus tard. Donc il faut que les gens comprennent. Moi, j'estime que à l'époque, là, quand nous faisions le tour du monde entier, beaucoup de gens m'avaient dit il a dépassé son budget de 200%. Mais non, pas du tout. Il voyage trop, il est entre le jet, et effectivement. Ainsi de suite. Alors qu'à l'époque, il y avait comme un complot contre la RDC pour que la RDC ne participe pas au Conseil des droits de l'homme. Vous vous rappelez. Donc, pour vaincre tous ces obstacles, il fallait faire le tour du monde entier pour permettre à ce que la RDC, qui n'avait rien à se reprocher, participe au Conseil des droits de l'homme. Et puis, effectivement, on a obtenu une majorité écrasante contre les pays qui avaient mené campagne contre nous. Et des concessions ont été faites. La RDC sollicitée à Addis Abeba, même à New York, pour soutenir la candidature de l'Éthiopie. Voilà. À la tête de l'OMS. En contrepartie, l'Éthiopie vous a soutenu également dans beaucoup de réunions. Même l'Égypte. Même l'Égypte. Oui, oui. Donc il y a des compensations, il y a des contreparties. Et même dans certains pays occidentaux, il y a eu une fissure parce que l'Italie, même l'Espagne, n'ont pas suivi les autres pays de l'Union européenne. Donc là, il faut comprendre que c'est un travail... Et l'échec du sommet ou de la réunion sur les contributions qu'il fallait apporter à la RDC, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Il y a eu une solidarité au point que la RDC avait beaucoup gagné parce qu'elle avait donné beaucoup aussi. Tout à fait. Voilà. Ça vient effacer un peu la tache d'huile. Non, il a été à New York, mais pas reçu par
son homologue Biden, ce geste, ça fait un peu oublier? Oui, tout à fait, parce que à New York aussi, c'est dans le cadre d'une conférence internationale des Nations Unies. Et là, vous voyez, le G20, c'est pas n'importe quelle instance, c'est quand même le pays le plus riche du monde, auquel on associe certains pays émergents, comme le Brésil, même la Chine est considérée comme un pays émergent, mais aussi, même l'Indonésie fait partie du G20. Et là, l'Union africaine aussi y fait partie. Donc, il n'aurait pas été concevable que le G20 invite le président de l'Union africaine et puis qu'il soit mis à l'écart. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'était déjà un acquis important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que le G20 s'est tenu à la veille de la COP26. Et là, encore une fois, le président de la République va représenter à la fois la République démocratique du Congo, mais aussi l'Union africaine. Et là, nécessairement, il sera dans la cour des grands, parce que Biden va aussi y aller, Macron, Madame Merkel, les Japonais, même les Italiens, tout le monde sera là. Donc, il sera toujours dans la cour des grands. Et c'est en ce moment-là que beaucoup de choses se fassent à travers les apartés. Et on prépare énormément de choses pour l'avenir. Et voilà, on ne saura rien affirmer pour l'instant. Est-ce le retour du Grand Congo comme leader dans les Grands Lacs et en Afrique centrale? L'avenir va nous en dire, mais il faut y travailler. Ouais. Je dois affirmer les choses avec clarté, qu'on a été avec vous dans beaucoup de lieux au monde. Vous aviez souhaité que je ne reste pas seulement au niveau de reporter ou monsieur communication, que je sois dans certaines rencontres. J'ai beaucoup appris. Je dois dire au monde que sous Joseph Kabila, Sékou Toundou a désamorcé beaucoup de bombes contre le pays et beaucoup de complots. Je peux en témoigner. Merci. Alors, on a fini pour l'instant. On reviendra après la COP26. Absolument. Pour évaluer. Vous disiez en introduction que le Sankuru est défavorisé. Non, il n'est pas défavorisé. Après Okitundu, vice-premier ministre, il y a également Lutundu, la vice-premier ministre. Il y a Acelo, vice-premier ministre en charge de l'intérieur sécurité. Et puis il y a Okende au transport. C'est la province la mieux servie maintenant. La mieux servie. Merci, Sékou-Toundou. Oui, mais là, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas en termes de nomination, c'est par rapport aux réalisations qui sont faites dans la province. C'est là qu'on juge effectivement l'efficacité du gouvernement par rapport à notre province. Mais alors, actuellement, c'est une province qui est complètement enclavée. Voilà. Et il y a eu même une crise institutionnelle qui l'a bloquée. Donc, nous espérons que très prochainement, il y aura un traitement particulier pour certaines provinces qui sont considérées comme défavorisées. Voilà, Moukoumadi est parti. Voyons voir qui va venir. Est-ce qu'ils vont encore se rentrer dedans comme d'habitude? Cette fois-ci, on sent qu'ils sont solidaires. Merci. Je vous en prie, merci. Sékou-Toundou Lundula, sénateur et voilà, ancien, beaucoup. Vous l'avez vous-même rappelé. À très bientôt. Au revoir.